D'où viennent les Égyptiens anciens? Quel était le peuple le plus apprécié de Dieu lui-même? Quelle région d'Afrique était considérée comme sacrée? Diodore de Sicile a encore plein de choses à nous révéler. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly. Bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afrodescendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Deuxième partie de l'Afrique selon Diodore de Sicile, on continue la lecture de son ouvrage Bibliothèque historique. L'auteur va notamment nous dévoiler l'origine du savoir grec, le berceau de l'humanité et de la religion, ou encore le secret de la longévité de Kemet. Les Thébains se disent les plus anciens des hommes et prétendent que la philosophie et l'astrologie exactes ont été inventées chez eux, leur pays étant très favorable pour observer sur un ciel pur le lever et le coucher des astres. Ils ont aussi distribué les mois et les années d'après une méthode qui leur est particulière. Ils comptent les jours, non d'après la lune, mais d'après le soleil. Ils font chaque mois de 30 jours et ajoutent 5 jours et un quart aux 12 mois pour compléter ainsi le cycle annuel. Ils n'ont donc pas recours, comme la plupart des Grecs, aux mois intercalaires ou à des soustractions de jours. Ils paraissent aussi savoir calculer les éclipses de soleil et de lune, de manière à pouvoir en prédire avec certitude tous les détails. Les Thébains désignent particulièrement les habitants du sud de Kemet, appelés aussi Haute-Égypte, point de départ de la civilisation kamite. Cette zone bénéficiant d'une situation idéale par rapport au ciel, sa population pouvait observer de nombreuses constellations à l'œil nu, permettant aux savants de cumuler des connaissances inégalées en astronomie notamment. Diodore de Sicile indique ainsi qu'il calculait les éclipses de soleil et de lune. On a déjà parlé du calendrier kamite, si tu veux en savoir plus, le lien est en barre d'infos. La plupart des anciennes mœurs de l'Égypte n'ont pas été respectées seulement des indigènes. Elles ont été aussi pour les Grecs un grand sujet d'admiration. Ainsi, les plus instruits de ces derniers ont ambitionné de visiter l'Égypte pour y étudier les lois et les usages les plus remarquables. Bien que ce pays fût autrefois inaccessible aux étrangers, on cite cependant parmi les anciens comme ayant voyagé en Égypte Orphée et le poète Homère, et parmi d'autres plus récents, Pythagore de Samos et Solon le législateur. L'auteur revient sur ce point très important un peu plus tard. Les Égyptiens s'attribuent l'invention des lettres et l'observation primitive des astres. Ils s'attribuent aussi l'invention de la science géométrique et de la plupart des arts. Ils se vantent également d'avoir promulgué les meilleures lois. Ils en allaient comme la plus grande preuve que l'Égypte a été gouvernée pendant plus de 4700 ans par une suite de rois pour la plupart indigènes et que leur pays a été le plus heureux de toute la terre. Tout cela, disent-ils, ne pourrait pas être si les habitants n'avaient pas eu des mœurs, des lois et des institutions aussi parfaites. Nous laisserons de côté tous les faits invraisemblables et les fables inventées à plaisir par Hérodote et d'autres historiens qui ont écrit sur l'Égypte. Nous exposerons les faits que nous avons soigneusement examinés et qui se trouvent consignés dans les annales des prêtres d'Égypte. Diodore de Sicile ne précise pas de quelle fable il parle, mais ça paraît un peu gonflé, sachant que dans la première partie, on a déjà relevé plusieurs informations fausses. Par ailleurs, les Kamites reconnaissent que c'est grâce à leurs lois, régies par la Maat, que leur civilisation a autant duré dans le temps. D'abord, les rois ne menaient pas une vie aussi libre ni aussi indépendante que ceux des autres nations. Ils ne pouvaient point agir selon leur gré. Tout était réglé par des lois. Non seulement leur vie publique, mais encore leur vie privée et journalière. Ils étaient servis non par des hommes vendus ou par des esclaves, mais par les fils des premiers prêtres, élevés avec le plus grand soin et ayant plus de 20 ans. De cette manière, le roi ayant jour et nuit autour de lui pour servir sa personne de véritable modèle de vertu, ne se serait jamais permis aucune action blâmable. Car un souverain ne serait pas plus méchant qu'un autre homme s'il n'avait pas autour de lui des gens qui flattent ses désirs.
Les heures du jour et de la nuit, auxquelles le roi avait quelques devoirs à remplir, étaient fixées par des lois et n'étaient pas abandonnées à son arbitraire. Éveillé dès le matin, il devait d'abord recevoir les lettres qui lui étaient envoyées de toutes parts, afin de prendre une connaissance exacte de tout ce qui se passait dans le royaume et régler ses actes en conséquence. Ensuite, après s'être baigné et revêtu des insignes de la royauté et de vêtements magnifiques, il offrit un sacrifice aux dieux. Les victimes étant amenées à l'autel, le grand prêtre se tenait, selon la coutume, près du roi et en présence du peuple égyptien, implorait les dieux à haute voix de conserver au roi la santé et tous les autres biens lorsque le roi agissait selon les lois. En même temps, le grand prêtre était obligé d'énumérer les vertus du roi, de parler de sa piété envers les dieux et de sa mansuétude envers les hommes. Il le représentait tempérant, juste, magnanime, ennemi du mensonge, aimant à faire le bien, entièrement maître de ses passions, infligeant aux coupables des peines moindres que celles qu'ils méritaient et récompensant les bonnes actions au-delà de ce qu'elles valaient. Il paraît étrange qu'un roi n'ait pas la liberté de choisir sa nourriture quotidienne, et il est encore plus étrange qu'il ne puisse prononcer un jugement, ni prendre une décision, ni punir quelqu'un, soit par passion, soit par caprice, ou par toute autre raison injuste, mais qu'il soit forcé d'agir conformément aux lois fixées pour chaque cas particulier. Comme c'était là des coutumes établies, les rois ne se fâchaient pas et n'étaient pas mécontents de leur sort. Ils croyaient au contraire mener une vie très heureuse, pendant que les autres hommes, s'abandonnant sans frein à leur passion naturelle, s'exposaient à beaucoup de désagréments et de dangers. Ils s'estimaient heureux en voyant les autres hommes, bien que persuadés de commettre une faute, persister néanmoins dans leurs mauvais desseins, entraînés par l'amour, par la haine ou par quelque autre passion. Tandis qu'eux-mêmes, jaloux de vivre d'après l'exemple des hommes les plus sages, ne pouvaient tomber que dans des erreurs très légères. Animés de tels sentiments de justice, les souverains se conciliaient l'affection de leur peuple comme celle d'une famille. Non seulement le collège des prêtres, mais tous les Égyptiens pris en masse étaient moins occupés de leurs femmes, de leurs enfants et de leurs biens que de la sécurité de leur roi. Tous les rois mentionnés ont conservé ce régime politique pendant fort longtemps, et ils ont mené une vie heureuse sous l'empire de ces lois. De plus, ils ont soumis beaucoup de nations, acquis de très grandes richesses et orné le pays d'ouvrages et de constructions extraordinaires, et les villes d'ornements riches et variés. Diodore de Sicile raconte ensuite la situation du pays en cas de décès du roi. Tout le monde passait le nombre de jours indiqués dans l'affliction et dans le deuil, comme à la mort d'un enfant chéri. Pendant tout ce temps, on faisait les apprêts de funérailles magnifiques, et le dernier jour, on plaçait la caisse contenant le corps du défunt à l'entrée du tombeau. On procédait alors, selon la loi, au jugement de tout ce que le roi avait fait pendant sa vie. Tout le monde avait la faculté d'émettre une accusation. Les prêtres prononçaient le panégyrique en racontant les belles actions du roi. Des milliers d'assistants donnaient leur approbation à ce panégyrique si le roi avait vécu sans reproche. Dans le cas contraire, ils déclaraient par des murmures leur improbation. Beaucoup de rois ont été, par l'opposition du peuple, privés d'une sépulture digne et convenable. C'est pourquoi leurs successeurs pratiquaient la justice, non seulement pour les raisons que nous avons déjà fait connaître, mais encore par la crainte que leurs corps ne fussent, après la mort, traités ignominieusement et leurs souvenirs maudits à jamais. Tels sont les points les plus saillants des usages concernant les anciens rois. On apprend donc dans ces extraits que le roi Kamite a un devoir d'exemplarité, de discipline, de justice, de piété, de sagesse, de vérité. Il ne dirigeait pas le pays en monarque absolu et devait respecter les lois. Le roi était respecté et célébré s'il remplissait toutes ces conditions, mais il pouvait être librement critiqué même après sa mort. Le sort réservé au roi injuste rappelle également une constance dans la spiritualité africaine. En effet, une personne jugée mauvaise et indigne est reniée par la communauté et ne peut bénéficier du statut d'ancêtre. Diodore de Sicile témoigne que ce sont des particularités qu'il n'a jamais vues ailleurs et qui lui paraissent étranges. Les Égyptiens ont porté une grande attention à l'institution de l'ordre judiciaire, persuadés que les actes des tribunaux exercent, sous un double rapport, beaucoup d'influence sur la vie sociale. Il est en effet évident que la punition des coupables et la protection des offensés sont le meilleur moyen de réprimer les crimes. Il savait que si la crainte qu'inspire la justice pouvait être effacée par l'argent et la corruption, la société serait près de sa ruine.
Ils choisissaient donc les juges parmi les premiers habitants des villes les plus célèbres, Héliopolis, Thèbes et Memphis. Chacune de ces villes en fournissait 10. Ces juges composaient le tribunal qui pouvait être comparé à l'Aréopage d'Athènes et au Sénat de Lacédémone. Toutes les lois étaient rédigées en 8 volumes, lesquels étaient placés devant les juges. Le plaignant devait écrire en détail le sujet de sa plainte, raconter comment le fait s'était passé et indiquer le dédommagement qu'il réclamait pour l'offense qui lui avait été faite. Le défendeur, prenant connaissance de la demande de la partie adverse, répliquait également par écrit à chaque chef d'accusation. Il niait le fait, ou en l'avouant, il ne le considérait pas comme un délit, ou si c'était un délit, il s'efforçait d'en diminuer la peine. Ensuite, selon l'usage, le plaignant répondait et le défendeur répliquait à son tour. Après avoir ainsi reçu 2 fois l'accusation et la défense écrite, les 30 juges devaient délibérer et rendre un arrêt qui était signifié par le président en imposant l'image de la vérité sur l'une des parties mises en présence. C'est ainsi que le procès se faisait chez les Égyptiens, qui était l'opinion que les avocats ne font qu'obscurir les causes par leur discours, et que l'art de l'orateur, la magie de l'action, les larmes des accusés, souvent entraînent le juge à fermer les yeux sur la loi et la vérité. En effet, il n'est pas rare de voir les magistrats les plus exercés se laisser séduire par la puissance d'une parole trompeuse visant à l'effet et cherchant à exciter la compassion. Aussi croyait-il pouvoir mieux juger une cause en la faisant mettre par écrit et en la dépouillant des charmes de la parole. De cette manière, les esprits prompts n'ont aucun avantage sur ceux qui ont l'intelligence plus lente, les hommes expérimentés ne l'emportent pas sur les ignorants, ni les menteurs et les effrontés sur ceux qui aiment la vérité et qui sont modestes. Tous jouissent de droits égaux. On accorde un temps suffisant aux plaignants pour exposer à leurs griefs, aux accusés pour se défendre et aux juges pour se former une opinion. Je sais pas ce que t'en penses, mais selon moi, ils avaient mis le niveau très très haut. Les lois relatives aux transactions privées sont, dit-on, l'ouvrage de Bocchoris. Elles ordonnent que ceux qui ont emprunté de l'argent sans un contrat écrit soient acquittés s'ils affirment par un serment qu'ils ne doivent rien, car les Égyptiens respectent avant tout et craignent les serments. D'abord, il est évident que celui qui emploie souvent le serment finit par perdre tout crédit. Et, afin de ne pas se priver de cet avantage, tout le monde est intéressé à ne pas abuser du serment. Cette précision est très intéressante puisque Kemet a beau être une société où l'écrit est partout, le serment garde une valeur nettement supérieure. L'oralité prime donc sur l'écrit comme dans toute l'Afrique noire. Les prêtres enseignent à leurs fils 2 sortes de lettres, les unes sacrées, les autres vulgaires. Ils s'appliquent beaucoup à la géométrie et à l'arithmétique. Le Nil, qui change annuellement l'aspect du pays, soulève par cela même entre les voisins de nombreux procès sur les limites des possessions. Ces procès seraient interminables sans l'intervention de la science du géomètre. L'arithmétique leur est utile dans l'administration des biens privés et dans les spéculations géométriques. De plus, elle est d'un grand secours pour ceux qui se livrent à l'astrologie. Il n'y a peut-être pas de pays où l'ordre et le mouvement des astres soient observés avec plus d'exactitude qu'en Égypte. Ils conservent depuis un nombre incroyable d'années des registres où ces observations sont consignées. On y trouve des renseignements sur les mouvements des planètes, sur leur révolution et leurs stations. De plus, sur le rapport de chaque planète avec la naissance des animaux, enfin sur les astres dont l'influence est bonne ou mauvaise. En prédisant aux hommes l'avenir, ces astrologues ont souvent rencontré juste. Ils prédisent aussi fréquemment l'abondance et la disette, les épidémies et les maladies des troupeaux. Les tremblements de terre, les inondations, l'apparition des comètes et beaucoup d'autres phénomènes qu'il est impossible aux vulgaires de connaître d'avance, ils les prévoient d'après des observations faites depuis un long espace de temps. On prétend même que les Chaldéens de Babylone, si renommés dans l'astrologie, sont une colonie égyptienne et qu'ils furent instruits dans cette science par les prêtres d'Égypte. Le texte confirme une nouvelle fois l'avancée scientifique des Kamites, notamment la connaissance des astres et de leur influence sur les événements à venir. L'étude du ciel leur permet ainsi d'anticiper les difficultés. Tout ce qui est relatif aux animaux sacrés des Égyptiens paraîtra sans doute étrange à beaucoup de monde et digne d'examen. Les Égyptiens ont pour quelques animaux une vénération extraordinaire, non seulement pendant que ces animaux sont en vie, mais encore lorsqu'ils sont morts. De ce nombre sont les chats, les ocnomons,
les chiens, les éperviers et les oiseaux auxquels il donne le nom d'ibis. À ceci, il faut ajouter les loups, les crocodiles et d'autres animaux semblables. Quiconque tue volontairement un de ces animaux sacrés est puni de mort. Si c'est un chat ou un ibis, le meurtrier, qui l'ait agi volontairement ou involontairement, est condamné à mourir. Le peuple se précipite sur lui et lui fait subir les plus mauvais traitements sans jugement préalable. Tout cela inspire tant de crainte que celui qui rencontre un de ces animaux morts se tient à distance en poussant de grandes lamentations et en protestant de son innocence. Selon Wikipédia, les ocnomons, qui sont des guêpes parasitoïdes, sont d'importants régulateurs d'insectes ravageurs de culture. Utilisés dans la lutte biologique, ils jouent un rôle clé de régulation dans leur écosystème. On comprend donc mieux pourquoi les Kamites les avaient élevés au rang d'animal sacré. Pour cette partie, tendez bien les oreilles. Les honneurs extraordinaires qu'on rend aux parents ou aux ancêtres qui ont échangé leur vie contre le séjour éternel constituent chez les Égyptiens une des pratiques les plus solennelles. Il est d'usage de donner en garantie d'une dette le corps des parents morts. La plus grande infamie et la privation de la sépulture attendent celui qui ne retire pas un tel gage. On ne peut assez admirer ceux qui ont institué ces coutumes et qui ont basé la pureté des mœurs non seulement sur le commerce avec les vivants, mais encore, autant que possible, sur le respect qu'on doit aux morts. Les Grecs ont bien voulu, à l'aide de quelques fictions décriées, faire croire à la récompense des bons et à la punition des méchants. Mais ces fictions, loin d'encourager les hommes au bien, ont été tournées en dérision par les méchants et grandement discréditées. Chez les Égyptiens, au contraire, le châtiment du vice et l'honneur rendu à la vertu ne sont pas une fable, mais des faits visibles qui rappellent journellement à chacun ses devoirs et deviennent ainsi la plus puissante sauvegarde des mœurs. Car on doit estimer comme les meilleures lois, non celles qui assurent aux citoyens une vie opulente, mais celles qui en font des hommes vertueux et honnêtes. Il faut maintenant parler des législateurs égyptiens qui ont institué des lois si extraordinaires et si singulières. Après la constitution qui fut faite, selon la tradition, sous le règne des dieux et des héros, le premier qui engagea les hommes à se servir de lois écrites fut Mnévès, de son vrai nom Narmer, homme remarquable par sa grandeur d'âme et digne d'être comparé à ses prédécesseurs. Il fit répandre que ces lois, qui devaient produire tant de bien, lui avaient été données par Mercure, c'est-à-dire Djéouti. C'est ainsi que chez les Grecs, Minos en Crète et Lycurgue à Lacédémone prétendirent que les lois qu'ils promulguaient leur avaient été dictées par Jupiter ou par Apollon. Ce genre de persuasion a été employé auprès de beaucoup d'autres peuples et a présenté de grands avantages. En effet, on raconte que chez les Arimaspes, Zatroste avait fait croire qu'il tenait ses lois d'un bon génie, que Zamolxis vantait aux Gètes qui croient à l'immortalité de l'âme ses communications avec Vesla, et que chez les Juifs, Moïse disait avoir reçu les lois du Dieu appelé Yahou, soit que ces législateurs regardassent leur intelligence mise au service de l'humanité comme quelque chose de miraculeux et de divin, soit qu'ils supposassent que les noms des dieux qu'ils empruntaient seraient d'une grande autorité dans l'esprit des peuples. Voilà. Si tu te demandes pourquoi Diodore de Sicile appelle le dieu de Moïse Yahou, Thomas Romer explique dans son livre Moïse en version originale que Yahou était soit l'ancienne prononciation avant Yahvé ou Yahweh, ou que l'usage de ces deux vocalisations dépendait de la région. Après nous être étendus sur ces divers sujets, nous dirons un mot des Grecs qui, célébrés pour leur sagesse et leur lumière, ont autrefois voyagé en Égypte afin de s'instruire dans les lois et la science de cette nation. Les prêtres égyptiens affirment, sur la foi des livres sacrés, qu'on a vu chez eux Orphée, Musée, Mélampe, Dédale, ensuite le poète Homère, Lycurgue le Spartiate, Solon d'Athènes, Platon le philosophe, enfin Pythagore de Samos, Eudoxe le mathématicien, Démocrite d'Abdère et Eunopide de Chios. Pour prouver que ces hommes ont voyagé en Égypte, ils montrent soit des portraits, soit des lieux et des édifices portant leur nom. Chacun est jaloux de montrer que tous ces sages, qui font l'admiration des Grecs, ont emprunté leur connaissance aux Égyptiens. Lycurgue, Platon et Solon ont emprunté aux Égyptiens la plupart de leurs institutions. Pythagore, a dit-on, appris chez ces mêmes Égyptiens ces doctrines concernant la divinité, la géométrie, les nombres et la transmigration de l'âme dans le corps de toutes sortes d'animaux.
Ils prétendent aussi que Démocrite a séjourné 5 ans chez eux et qu'il leur est redevable de beaucoup de ses connaissances astrologiques. Eunopide passe également pour avoir vécu avec les prêtres et les astrologues égyptiens et pour avoir appris d'eux, entre autres choses, l'orbite que le Soleil parcourt, son inclinaison et son mouvement opposé à celui des autres astres. Ils disent la même chose de Dox, qui s'acquit beaucoup de gloire en introduisant en Grèce l'astrologie et beaucoup d'autres connaissances utiles. Il n'est pas nécessaire de rajouter grand-chose, Hérodote l'avait lui-même affirmé avant. Diodore de Sicile explique par la suite que les techniques de sculpture proviennent également de Kémet. Donc, encore une fois, que ce soit l'arithmétique, la géométrie, l'architecture, l'astronomie, l'art et j'en passe, les Grecs n'ont rien inventé. Ils ont rapporté dans leur pays les connaissances puisées chez les Africains, Kémet ayant elle-même hérité des recherches scientifiques de civilisations africaines antérieures. Et du coup, ça me donne la transition parfaite pour la dernière série d'extraits. On soutient que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes et que les preuves en sont évidentes. D'abord, tout le monde étant à peu près d'accord qu'ils ne sont pas venus de l'étranger et qu'ils sont nés dans le pays même, on peut à juste titre les appeler autochtones. Ensuite, il paraît manifeste pour tous que les hommes qui habitent le Midi sont probablement sortis les premiers du sein de la terre. Car la chaleur du soleil séchant la terre humide et la rendant propre à la génération des animaux, il est vraisemblable que la région la plus voisine du soleil a été la première peuplée d'êtres vivants. On prétend aussi que les Éthiopiens ont les premiers enseigné aux hommes à vénérer les dieux, à leur offrir des sacrifices, à faire des pompes, des solennités sacrées et d'autres cérémonies par lesquelles les hommes pratiquent le culte divin. Aussi sont-ils partout célèbres pour leur piété, et leurs sacrifices paraissent être les plus agréables à la divinité. À l'appui de cela, nous avons le témoignage du poète presque le plus ancien et le plus admiré des Grecs, qui nous représente dans son Iliade, Jupiter et les autres immortels se rendant en Éthiopie pour recevoir les offrandes et les festins que les Éthiopiens leur offrent tous les ans. Je cite directement l'extrait de l'Iliade mentionné par l'auteur. Hier, Jupiter alla vers l'océan chez les sages éthiopiens pour assister à leurs sacrifices et tous les dieux l'ont suivi. Point important à repréciser, ce que les Grecs appellent Éthiopiens désigne tous les peuples à la peau noire, en dehors des Égyptiens. On en avait déjà parlé dans la vidéo sur la géographie d'Afrique ancienne. Le terme éthiopien ne réfère donc pas en soi à une localisation géographique. C'est pourquoi cette partie est intitulée « Des Éthiopiens habitant au-delà de la Libye », pour préciser qu'il s'agit bien des peuples noirs habitant en Afrique, appelés Libye à l'époque. Cette carte datée de 1683 peut nous renseigner sur la vision de l'Afrique par les Grecs de l'Antiquité. Le territoire appelé Éthiopie désignait probablement l'est et le sud du continent, englobant donc les royaumes de Kouch et de Punt. Le terme Libye semblerait même désigner le nord et l'ouest de l'Afrique et l'Éthiopie le reste du continent. Diodore de Sicile affirme donc que les Éthiopiens, comme on l'a vu tous les peuples noirs vivant en dessous de Kémet, sont les premiers à être apparus sur Terre. Premier point étrange, l'auteur avait commencé son ouvrage par l'Égypte, expliquant que le pays était considéré par sa population comme étant le berceau de l'humanité. L'auteur affirme par la suite que les Éthiopiens ont amené le fait religieux aux hommes, avec une sorte de distinction entre l'humanité et les Éthiopiens, dont le territoire est visité par les divinités et Amon-Ra, soit le créateur lui-même. On ne peut que faire le lien avec le pays de Punt, appelé Tanéter par les Kamites, littéralement la terre de Dieu, soit la terre sacrée. Ce pays était probablement situé en dessous du royaume de Kouch, dans la région des Grands Lacs où sont apparus les premiers Homo sapiens. Les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies qui fut conduite en Égypte par Osiris, et ils ajoutent que ce pays n'était au commencement du monde qu'une mer, mais qu'ensuite le Nil, charriant dans ses crues le limon emporté de l'Éthiopie, a peu à peu formé des atterrissements. S'appuyant sur ce qui se passe aux embouchures du Nil, ils démontrent clairement que toute l'Égypte est l'ouvrage de ce fleuve. Tous les ans, le terrain est exaucé par l'apport du limon et le sol s'agrandit aux dépens de la mer. Ils disent en outre que la plupart des coutumes égyptiennes sont d'origine éthiopienne, en tant que les colonies conservent les traditions de la métropole. Que le respect pour les rois, considérés comme des dieux, le rite des funérailles et beaucoup d'autres usages sont des institutions éthiopiennes.
Enfin, que les types de la sculpture et les caractères de l'écriture sont également empruntés aux Éthiopiens. L'ordre des prêtres est chez les deux nations établi sur les mêmes bases. Ceux qui sont voués au culte des dieux font les mêmes purifications. Ils se rasent et sont vêtus de la même façon, et ils portent tous un sceptre en forme de charrue. Les rois des deux nations portent aussi un sceptre semblable. Ils ont de plus sur la tête un bonnet long, ombiliqué au sommet et entouré de ces serpents que l'on nomme aspics. Cet ornement semble indiquer que quiconque ose commettre un attentat contre le roi est condamné à des morsures mortelles. Les Éthiopiens allèguent encore beaucoup d'autres preuves de leur antiquité et de leur colonie égyptienne, mais nous pouvons nous dispenser de les rapporter. On apprend donc que Coussiré, rien que ça, a guidé des peuples éthiopiens qui se sont installés en Égypte après que le limon du Nil l'ait rendu habitable. Les Kamites sont donc les descendants de ces Éthiopiens et les preuves sont nombreuses. Organisation sociale, art, écriture, culte. La manière dont Diodore de Sicile conclut cette liste est assez étonnante et peut vouloir signifier que l'évidence de cette information ne nécessite pas qu'il s'y arrête plus longtemps. De toutes les coutumes, la plus singulière est celle qui se pratique à la mort des rois. Les prêtres chargés du culte divin exercent l'autorité la plus absolue, puisqu'ils peuvent, si l'idée leur vient dans l'esprit, dépêcher au roi un messager et lui ordonner de mourir. Ils déclarent alors que telle est la volonté des dieux et que de faibles humains ne doivent point mépriser les ordres des immortels. Il faut entendre encore d'autres raisons qu'un esprit simple accueille toujours avec confiance, élevé qu'il est dans les vieilles traditions dont il ne peut s'affranchir, et ne trouvant aucune objection contre des ordres si arbitraires. C'est ainsi que dans les siècles précédents, les rois ont été soumis aux prêtres, non par la force des armes, mais par l'influence de craintes superstitieuses. Mais sous le règne du second des Ptolémées, Ergamène, roi des Éthiopiens, élevé à l'école des Grecs et instruit dans la philosophie, osa le premier braver ses préjugés. Prenant une résolution digne d'un roi, il pénétra avec ses soldats dans le sanctuaire du temple d'or des Éthiopiens et massacra tous les prêtres. Après avoir aboli une coutume absurde, il gouverna le pays selon sa volonté. L'auteur décrit ici des coutumes spécifiques aux Éthiopiens vivant à Méroé. Il explique à la fin du paragraphe suivant que Méroé est la métropole des Éthiopiens et se situe à la frontière avec Kémet. Il désigne donc le royaume de Couche. Je t'invite à aller voir la vidéo sur la géographie de l'Afrique ancienne si tu veux en savoir plus. On apprend donc dans ce paragraphe le pouvoir des prêtres de Méroé sur le roi lui-même. En lisant l'extrait, on comprend que pour Diodore de Sicile, c'est complètement absurde et ça nous influence forcément en tant que lecteur. Pourquoi des prêtres auraient droit de vie et de mort sur le roi qui est censé être le plus puissant? Sauf que cette pratique, qui est en effet radicale, a été appliquée dans toute l'Afrique noire, y compris Kémet, qui est présentée depuis le début du livre comme la civilisation la plus avancée. Je cite les explications de Cheikh Anta Diop dans l'Afrique noire précoloniale. Dans le cadre de cette harmonie universelle où chaque être joue son rôle, le roi a une fonction précise, un rôle déterminé. Il doit être celui qui a le plus de force vitale dans tout le royaume. C'est dans ces conditions seulement qu'il peut servir d'intermédiaire, puisqu'il est sacro-saint, avec l'univers supérieur, sans qu'il y ait de rupture, bouleversement catastrophique au sein des forces ontologiques. Dans le même ordre d'idées, lorsque le niveau de la force vitale d'un roi, même légitime, baissait, on le mettait à mort, soit réellement à l'origine à ce qu'il semble, soit rituellement par la suite avec l'évolution. Cette pratique fut générale en Afrique noire et en Égypte ancienne, où la mise à mort rituelle correspondait à la fête du Zed. Par ce truchement, le roi était censé mourir et renaître revitalisé. Il a retrouvé la vigueur de sa jeunesse, il est de nouveau apte à régner. Comme à chaque fois, tout a une explication dans les sociétés noires, que l'observateur soit d'accord ou pas. Et c'est d'ailleurs un certain Ergamène, élevé par les Grecs, qui a mis un terme à cette coutume en massacrant tous les prêtres dans le lieu sacré. Cet homme a apparemment étudié la philosophie en Grèce, de quoi s'inquiéter sur le contenu des cours. Dans le chapitre suivant, Diodore de Sicile décrit d'autres pratiques spécifiques à Méroé. On va lire le paragraphe qui arrive juste après, prépare-toi, ça va grincer, et surtout, écoute bien l'analyse qui suit. Il existe encore beaucoup d'autres tribus éthiopiennes, dont les unes habitent les deux rives du Nil et les îles formées par ce fleuve, les autres occupent les confins de l'Arabie, et d'autres vivent dans l'intérieur de la Libye. Presque tous ces Éthiopiens, et surtout ceux qui sont établis sur les rives du Nil, ont la peau noire, le nez épaté et les cheveux crépus.
Leurs mœurs sont très sauvages et féroces comme celles des bêtes auxquelles ils ressemblent, non pas tant par leur caractère que par leurs habitudes. Leur corps est sale et leurs ongles très longs comme ceux des animaux. Ils sont étrangers aux sentiments d'humanité. Quand ils parlent, ils ne font entendre qu'un son de voix aiguë. Enfin, ils ne cherchent point à se civiliser comme les autres nations. Leurs mœurs diffèrent entièrement des nôtres. Tu as peut-être remarqué le chiffre entre parenthèses qui correspond à une note du traducteur. À ces caractères, tout le monde reconnaît la race nègre. Après nous avoir raconté quelques coutumes spécifiques aux Éthiopiens de la capitale de Méroé, Diodore de Sicile nous décrit d'autres tribus éthiopiennes vivant sur les rives du Nil, en Arabie et à l'intérieur de la Libye. Comme on l'a déjà vu, l'adjectif éthiopien désigne les peuples à la peau noire, quelle que soit leur localité. On apprend donc qu'il y avait des Noirs en Arabie, ce qui est logique étant donné que ce territoire a fait partie du royaume de Couche. Le Coran fait plusieurs fois mention de ce peuple appelé Hadith ou Had. Puis ce territoire a été envahi par Kémet au XVe siècle avant l'ère chrétienne. Par l'intérieur de la Libye, le texte désigne probablement l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Diodore de Sicile nous décrit ensuite ces peuples comme ayant la peau noire, particulièrement ceux qui sont sur les rives du Nil, et ils sont ensuite comparés avec dégoût à des animaux sauvages. Donc, Diodore de Sicile a commencé par désigner les Éthiopiens comme étant les premiers de tous les hommes, dont le culte est le préféré d'Amon-Ra. Un groupe d'Éthiopiens a été guidé par Oussiré lui-même pour s'installer à Kémet, ce pays étant, toujours selon Diodore de Sicile, le berceau des sciences notamment. Mais certaines tribus éthiopiennes, particulièrement celles qui habitent sur les rives du Nil, sont à peine des êtres humains. Jusqu'à preuve du contraire, le Nil traverse Punt, qui est quand même appelée la terre de Dieu, Couche et Kémet. J'ai pas compris. Il faut dire que le soin du traducteur a précisé dans ce contexte que Diodore de Sicile décrit la, je cite, race nègre, amène forcément à quelques questionnements. J'ai pas trouvé d'autres versions en ligne ni des sites qui permettent de traduire des phrases entières en grec ancien. S'agit-il d'un illogisme total de l'auteur ou d'une traduction raciste? Je ne peux rien affirmer. Il faut quand même savoir qu'il est avéré que des textes en grec ancien ont été faussés et sont d'ailleurs toujours faussés pour correspondre au mythe de la supériorité européenne. Ça, je l'ai appris dans un live du Sèche-Covy à la librairie Taméry, où il mentionne les recueils grecs appelés doxographies qui font figure de référence. Dans la traduction, il est notamment écrit que Thalès s'est rendu en Égypte et a discuté d'égal à égal avec les prêtres, alors que la version originale en grec ancien dit « Thalès a été conduit en Égypte comme un enfant sous l'autorité des prêtres ». Légèrement différent. Comme tu le vois, il faut faire le tri dans tout ce que nous raconte Diodore de Sicile, surtout si comme moi, tu n'es pas le grec ancien. Il y a quand même de nombreuses données qui sont très intéressantes et même celles qui ne sont pas avérées permettent d'avoir le regard d'un occidental sur une société africaine matriarcale qui est à des années-lumière de sa conception des choses. L'épisode sur l'Afrique selon Diodore de Sicile est déjà fini. J'espère que ça t'a plu et maintenant c'est à ton tour. Dis-moi en commentaire quel extrait t'a le plus marqué. À tout de suite.